Bonjour et bienvenue à ce deuxième segment de pèlerinage de notre voisinage, segment Bourgette. Mon nom est Stéphanie et je suis votre animatrice. Restez avec nous alors que nous allons découvrir notre premier endroit, le couvent des Sœurs de la Charité. Nous sommes maintenant rendus à notre premier endroit, soit le 2239 rue Dollard. C'est le couvent des Sœurs de la Charité. Avant 1960, la communauté religieuse constituait une force sociale dominante dans le secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Les sœurs se sont assurées de l'éducation des jeunes de Bourgette au niveau élémentaire et secondaire. La première année où l'éducation à Bourgette fut offerte a été donnée à plus de 112 élèves. Mais, progressivement, ce nombre a augmenté au travers des années, particulièrement dû à la fermeture des écoles de rang. Sœur Sainte-Anselme était la première supérieure du couvent, ainsi que la première directrice de l'école. En 1903, les Sœurs de la Charité, connues sous le nom de Sœurs Grises à l'époque, sont arrivées à Bourgette d'Ottawa. En 1904, le curé Brunet leur a obtenu l'emplacement du couvent actuel, une petite résidence éloignée des bruits du village. Depuis ce temps, quelques centaines de religieuses se sont succédées dans l'éducation des jeunes de la région. C'est le curé François-Xavier Brunet qui a obtenu une résidence située tout près de l'école Sacré-Cœur pour les religieuses. En 1918, le couvent fut rénové et agrandi, comme le nombre de sœurs ainsi que la demande a augmenté. Située à côté du couvent, la statue de la Vierge Marie a été érectée en 1954 grâce à l'initiative des sœurs et appuyée par plusieurs des élèves de l'école. Toutefois, la Révolution et l'évolution de l'éducation a fait en sorte que les sœurs ont perdu leur rôle au travers des années, et ainsi dans la paroisse. Maintenant, l'édifice qui était connu sous le nom de couvent est désormais un logement résidentiel. Maintenant, pour vous remémorer ce qui se passait dans le temps, la façon dont l'éducation a été enseignée et comment les Sœurs Grises ont contribué à l'essor de l'éducation, je vous laisse entre les mains des témoignages qui ont été recueillis au travers de la production des Ténor-Films. En septembre 1905, donc, j'étais fin prêt pour la bénédiction solennelle de Monseigneur Duhamel, archevêque d'Ottawa. Ce fut un événement marquant au village. Monseigneur était accompagné de nombreux membres du clergé et évidemment des Sœurs Grises de la Croix, comme on les appelait à l'époque. Comme toutes les communautés francophones de l'Ontario, dut faire face aux conséquences de l'adoption du règlement 17 par la province de l'Ontario. Ce règlement faisait de l'anglais la seule langue d'enseignement après la 3e année et restreignait l'étude du français à 1 heure par jour. Quand on entrait en avant, c'était un corridor très, très large. Il y avait 2 classes chaque bord. Puis il y avait un escalier qui montait en haut. Puis il y avait 2 autres classes en haut. Et quand on passait tout droit dans le passage, là, il y avait 2 classes au fond. Il y avait 6 classes en tout. Il y avait un autre escalier à l'autre bout de cette classe-là qui montait en haut pour le 5e cours qu'on appelait. Et en bas, c'était la classe des bébés. Et c'était comme ça que ça s'appelait. Ah, comme le temps a passé. Rapidement, j'ai grandi. J'ai vieilli. J'ai eu une adolescence tranquille, si on peut s'exprimer ainsi. Au cours des années 1940, les élèves des écoles de rang des alentours
sont venus gonfler le nombre d'élèves me fréquentant, au fur et à mesure où leur école était fermée. Oui, l'école d'Aran, puis l'école sans électricité. Oh. Chauffer au bois, puis arriver le matin, puis le chauffage, ça faisait pas longtemps, donc il faisait froid, puis ces conditions-là. Puis 8 niveaux dans le même local. Hein? Alors, une trentaine d'élèves, mais 8 niveaux, de la première à la 8e année. Est-ce que vous êtes allé au secondaire? Oui, oui. Après, j'ai fait 4 ans d'école primaire ici, à l'école du 3. Ensuite, je suis allé à l'école du village, toujours à l'élémentaire. Et puis, à ce moment-là, on avait les 9e et 10e années ici à l'école, à l'école élémentaire. Et puis, on avait la chance, nous, de faire la 11e et 12e année ici, en cours privé. Ça avait été organisé par ce qu'on appelle le Club La Pointe du temps, pour permettre l'éducation et l'instruction 11e, 12e année en français. Et plusieurs en ont profité, plusieurs même de l'extérieur. Clange Creek, entre autres. Les méthodes d'enseignement aussi étaient différentes. Les enfants des années 40 et 50 ont certainement connu une école plus religieuse et plus stricte que ceux d'aujourd'hui. Même nous autres, on priait tout le temps. Et, avant aux récréations, avant de rentrer dans l'école, on faisait notre prière. Un jour de Marie, un autre Père, un jour de Marie, puis un gloire soit au Père. Puis là, on rentrait dans l'école, puis après ça, on continuait notre journée. On rentrait le midi. Avant de partir le midi, on avait dit notre Angélus. Quand on revenait, c'était le chapelet. Mais avant de rentrer, on disait encore notre Père Jésus de Marie, gloire soit au Père. Ça a changé. Pour dîner aussi, à une heure, c'était le chapelet. D'un bout à l'autre. Hein. On prenait le premier dizaine de chapelet, on était assis, on se mettait à genoux pour 3 dizaines, on se récisait pour le dernier. Le programme de catéchisme était très régulier, tous les jours, avec une partie du chapelet. Les classes qui pouvaient dire une dizaine. Les classes qui pouvaient dire 2 dizaines, disaient 2 dizaines. Puis après ça, c'était l'enseignement religieux. Puis moi, je suis allée enseigner quelquefois les mystères de la Sainte Trinité. Le curé venait, il venait faire le catéchisme toutes les semaines, il parlait aux élèves. Je pense qu'il leur parlait plus de leur comportement religieux, et puis il leur demandait ensuite où ils étaient rendus dans le catéchisme, et puis leur posait des petites questions comme ça. Puis il était très sympathique avec les élèves, puis les élèves l'aimaient beaucoup, puis il y avait de belles réactions entre les deux. C'est assez sévère. On était toujours assez, fallait toujours se tenir rangé, là. Hein? Il n'y avait pas question de dériver, se grouiller de banc sur un bord puis sur l'autre, il n'y avait pas de ça. C'était droit, puis c'est quand ils nous disaient « sortez vos livres », on sortait les livres, serrer les livres, c'était toujours la même affaire. On était plus en silence dans les rangs que le silence qu'on peut retrouver dans les classes aujourd'hui. L'école était la prolongation du foyer. Alors, si on faisait un mauvais coup à l'école, il n'était pas question d'aller se plaindre à nos parents. On encaissait, et puis on était chanceux, en fait, que ça se passe comme ça. La discipline était plus sévère, mais c'était aussi plus sévère dans nos familles que celle-là aujourd'hui. Donc, on était habitués à ça, c'est la même chose. Hein. Si tu faisais un mauvais coup à l'école, tu ne le disais pas chez vous, mais il finissait par le savoir pareil. Là, tu faisais chicaner une deuxième fois. Les religieux, c'était pas plus sévère que les laïcs. Les laïcs, c'était pas plus... C'était la mode du temps. Je me rappelle que
S'il y avait un professeur dans l'escalier, bien, on ne devait pas monter, nous autres, on devait laisser le professeur descendre. Mais c'était la même chose. Si la directrice était dans l'escalier, il n'y a aucun professeur qui montait, il laissait la directrice descendre. Aujourd'hui, on trouverait ça bien fou, mais c'était normal dans ce temps-là. Mais disons qu'au début, il y avait de la discipline extrême, là, tu sais. Puis avec les années, il y a eu un petit relâchement de discipline. Même si aujourd'hui, on veut bien continuer dans cette ligne-là, le respect, mais on a des bons élèves. Les cours des arts domestiques étaient réservés exclusivement aux filles. Tu apprenais de tout là-dedans. La couture, comment interpréter un patron, comment installer ton patron, la taille, la cuisine. C'était très bien organisé, ce cours-là, je trouvais. Parce que tu étais aussi l'hôtesse, une qui était l'hôtesse, qui recevait à dîner, parce qu'on préparait des mets. Même de temps en temps, c'était des friandises, comme au moment de la Sainte-Catherine, on allait emporter aux garçons en bois de la tire. Alors, on apprenait le tissage, le soin des malades, la puériculture, l'entretien ménager, là, comment faire le ménage. C'était très bien organisé. Il y avait un salon, une chambre, une cuisine, salle à dîner. Chez les filles, c'était le début de l'art culinaire, comment se servir des ustensiles, comment faire un gâteau, comment préparer un déjeuner, un dîner, un souper. Et quant à la couture, bien, c'était les différents points de couture. Et à la fin, ça se résumait par se préparer une robe de leur goût et de la tailler, de la faufiler et de la coudre à la machine à coudre. Pendant que les filles étaient à leur cours d'art domestique, les garçons, eux, descendaient au sous-sol pour participer au cours des travaux manuels de M. Albert Marcil, un professeur laïque qui fut énormément apprécié de tous ses étudiants. On retrouvait de quoi toucher plusieurs métiers à ce temps-là. Parce que je me souviens, il y avait la menuiserie d'abord. On faisait même les plans de nos projets. Donc, on commençait par ça. Et on passait à la menuiserie. Puis, je me souviens de la peinture. Donc, ce qui était en bois, on peinturait aussi à la fin. Il y avait la soudure. Il y avait un tour à métal. On avait autre machine qui ressemblait un peu à l'industrie, comme le coupe-tôle. Et puis, une autre machine qui pliait à la tôle aussi. Alors, je me souviens très bien qu'il y avait un coin pour les réserves, comme les vis, la colle, les papiers sablés et tout le reste, là, les accessoires. Il y avait un autre coin, c'était pour ranger les restes, les rebuts importants là, de bois. Puis, on faisait également de la peinture à cet endroit-là. Et puis, dans l'autre coin, ça faisait comme un L, à cet endroit-là, c'est là qu'on retrouvait des appareils là, qui ressemblaient un peu à l'usine. Là. En 1954, les élèves de Bourget contribuèrent, avec le conseil scolaire de l'époque, à l'érection d'une statue de Notre-Dame-de-Grâce qui fut érigée à côté du couvent et de l'école. Elle est encore là aujourd'hui pour nous rappeler l'histoire de toute une génération d'étudiants et d'enseignants, et elle conserve en elle un secret bien gardé. C'était le 100e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception. Alors j'avais dit à la commission scolaire, écoutez, quand on s'appelle la paroisse du Sacré-Cœur, il faut fêter la mère aussi. Alors, si vous vouliez, on achèterait une belle statue de la Sainte Vierge, puis on la ferait placer sur le tertre de l'école, juste à l'entrée principale. Et puis, on ferait de l'année du dogme de l'Immaculée Conception une année mariale. Vers le mois de mai, j'avais passé une feuille à chaque élève, puis j'avais dit, je veux que chaque élève, vous écriviez votre nom.
Signe des temps, j'assiste au début des années 60 à un important changement à la direction de l'école. En 1963, M. Albert Marcil, le professeur responsable des travaux manuels, devient le premier laïc à assumer la direction, alors que les religieuses avaient assumé cette tâche pendant plus de 60 ans. Et puis un commissaire qui est venu chez nous demander à mon mari s'il voulait être directeur. Mais il a bien hésité, il a dit, donne-moi du temps, parce qu'il disait toujours, moi je suis pas faite pour être directeur, puis président de quelque comité que ce soit là. Il disait toujours ça. Le premier directeur laïque, c'était M. Albert Marcil. Et là, les religieuses étaient encore en présence, par exemple, et en force. C'était elle qui était en plus grand nombre. Et puis, les laïcs ont commencé à s'intégrer. Quant aux religieuses, elles continuent d'être présentes, mais en plus petit nombre. Vers la fin des années 60, le couvent de Bourget ne compte plus qu'une seule sœur enseignante, sœur Thérèse Clément. De plus en plus, il devient exceptionnel d'avoir une religieuse comme enseignante. À notre deuxième endroit. Nous sommes au 3765 et au 3767 chemin Champlain. C'est l'église et le presbytère Sacré-Cœur. Au tout début, lorsque les colons français sont arrivés en 1885, ils se sont installés à Pendleton. Cet endroit était majoritairement anglaise et protestante. Pour vous rendre à l'église, vous deviez vous diriger à Clarence Creek, une chose qui était longue et ardue, surtout pendant les hivers canadiens que nous avions. Les colons devaient franchir en effet plus de 20 km pour atteindre une église catholique et y pratiquer les cérémonies tant entendues telles que le baptême, le mariage, l'enterrement et bien d'autres. Et ça remonte à 1840 quelques, alors que les gens allaient à la messe à Curran. Et en 1858, la paroisse de Clarence Creek a eu son église et les gens ont commencé à aller à la messe là-bas, les sépultures, les baptêmes se faisaient à Clarence Creek. Autour des années 1876, les gens de Bourget réclamaient avoir leur propre paroisse. Donc, Monseigneur Duhamel a étudié le projet pendant 2 ans et en 1978, à peu près, on a pu avoir l'autorisation de bâtir la première chapelle. Et cette chapelle-là se situe où est actuellement la Banque nationale. C'est une chapelle très modeste. On dit que la première messe qui a été chantée, c'était sur une caisse de bois de marchandises, tout simplement. Et on était là pendant quelques années. Après quoi, on a demandé l'autorisation d'avoir une plus grande paroisse, une plus grande église. Et c'est là qu'on a eu l'autorisation en 1886 de bâtir un nouveau temple. Donc, on a condamné à toute fin pratique la chapelle, la première chapelle, et en 1889, la première messe fut célébrée dans cette église-ci. Le premier abbé était Monsieur l'abbé Georges Talbot, venant tout droit de Québec. C'est toutefois en 1886 qu'il y a eu un changement avec l'abbé Antime Constantino, qui prit la relève. 2 ans plus tard, puisque la population était grandissante et la demande était encore plus présente, un agrandissement a été demandé. La construction de cette nouvelle église a commencé en 1888 et s'est terminée en 1889. Et oui, seulement 1 an. Cette église était munie de briques rouges et avait seulement un clocher. C'est seulement en 1921 que le 2e clocher a été érecté sur l'église. Curé Raymond, qui était un homme très actif, a apporté beaucoup de changements. D'abord, on a eu l'installation du 2e clocher. Ensuite, il a vu à la construction des 2 transepts de chaque côté. Construction d'une chaire de laquelle le curé prêchait. Le maître-autel a été installé également.
les vitraux que nous avons encore aujourd'hui ont été installés. Et même le système de chauffage au charbon, qui était une innovation dans le temps, a été également installé. Alors, c'était une année, des changements qui se sont échelonnés sur quelques années et qui ont coûté la modique somme de 100 000 $. Ensuite, derrière l'église, vous y trouverez un cimetière. Ce cimetière a été offert par M. Dumas. La première personne à être enterrée dans ce cimetière a été M. Olivier Urtubise en 1886. Oui, OK. Le premier cimetière se trouve à l'arrière de l'église, immédiatement après en arrière de la sacristie. D'après des données qui ont été, qui ont été enregistrées dans un registre paroissial par l'abbé, le curé Raymond, curé de l'époque en 1913, le premier cimetière se trouvait immédiatement, comme dit, en arrière de l'église. Et à partir de 1903, le registre indique également des ventes de terrain, de lots, qui se sont faits dans ce cimetière ici. C'est le nouveau cimetière. Alors, de 1885, probablement jusqu'en 1903, les premières inhumations ont lieu immédiatement en arrière de l'église, tandis que de 1903 et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ce cimetière maintenant qu'elles sont enterrées. Maintenant, ce qui est arrivé avec le cimetière qui était derrière l'église, c'est qu'on a été obligé, évidemment, de déménager toutes les pierres tombales avec les restes. Et à ce moment-là, tout se faisait, évidemment, à la pelle. Et puis, on a déménagé tout ce qu'on a pu, ce qu'on a trouvé. Par contre, comme on va le raconter un petit peu dans quelques années plus tard, il va y avoir d'autres creusages qui vont se faire là et on va découvrir encore d'autres restes, et ainsi de suite. Maintenant, tout ça a été amené ici. Vous remarquez que la rangée des pierres tombales qui sont ici, de ce côté-ci, sont reculées par rapport aux rangées de pierres qu'il y a de l'autre côté. Évidemment, une proportion équilibrée autant que possible entre hommes et femmes. Et on pense à elle, évidemment, quand il s'agit du village ici. Mademoiselle Lontin a vécu jusqu'à un âge assez avancé et elle était connue de tout le monde parce qu'elle était la téléphoniste, réceptionniste, et il fallait passer tout par elle. Et puis, évidemment, elle connaissait le village, elle connaissait tout le monde. Et puis, c'était la personne référence dans bien des cas. Parce que quand les personnes appelaient, ce n'était pas nécessairement pour dire « je voudrais appeler tel numéro, je voudrais appeler telle personne ». Qu'on lui donne le numéro ou la personne, elle savait très bien, elle connaissait tous les numéros par cœur de toute façon. Alors, c'était une personne qu'on appelait bien souvent pour avoir de l'aide d'une personne en particulier ou d'une référence quelconque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le village, par exemple, peut travailler, je ne sais pas, moi, faire des armoires? Elle était capable, elle, de référer à ces personnes-là. Tout passait pas mal par elle. C'est pour ça que c'était quand même une personne intéressante. C'était le bel téléphone, vous savez, c'était un bureau, l'office. On donne les appels en dehors. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de téléphones, il n'y avait pas tant d'abonnés comme sœurs. C'était pas la même chose. Anciennement, c'est pas comme aujourd'hui. Le village est plus gros qu'il était. Avez-vous aimé ça, faire le téléphone pendant 30 ans? Je ne disais pas ça. Des fois, ça venait fatigant, mais on répondait. La nuit, on n'avait pas d'appel. C'était pas un service de nuit, mais un service de jour. Dans l'ancien temps, la femme, c'était d'aider à son mari, c'était des cultivateurs en ce temps-là. Des familles
aux cultivateurs. Ils élevaient les animaux. Voilà, ça faisait des jardins. Ça allait dans le champ. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les femmes ne font pas la même affaire. Les femmes vont travailler en dehors. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je fais? Je fais du notariat. C'est quoi ça? Ça, c'est quand quelqu'un achète une propriété. On fait faire le papier. C'est pas avocat, c'est commissaire. Depuis 1951 que j'ai mon droit de licence de Toronto. Pourquoi vous continuez à travailler? Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent dans la place pour prendre la place. Depuis ce temps, l'Église a eu une évolution constante et une administration hors pair. Tout début, cette bâtisse se sert pour la première chapelle du village de Brooke, érigée en 1885. La chapelle, ne répondant plus aux besoins de la population, est convertie en école supplémentaire dans les années 1890 à 1895. Vers 1902, Edmond Langlois achète le bâtiment et le relocalise sur la fondation de son magasin qui venait d'être détruit par un incendie. Vers 1907, Arthur Lalonde, gendre d'Edmond Langlois, devient le nouveau propriétaire du magasin général, et ce, pendant une vingtaine d'années. Au moment de son décès, le 2 septembre 1927, l'entreprise n'a jamais cessé de prospérer. Son épouse, Ubaldine, devient alors propriétaire avec l'aide de ses enfants. Elle continue l'exploitation du commerce familial jusqu'à son décès en 1947. Le magasin passe alors aux mains de leur fils Antonin, qui continue de l'exploiter jusqu'en 1959. Il crée ensuite une imprimerie et publie son propre hebdomadaire local nommé Le Fransario. Il continue de résider dans cette demeure une quinzaine d'années et à sa retraite, il transforme le bâtiment en maison funéraire, alors connue sous le nom de la Salle Pax. Ce lieu est maintenant une résidence privée.